Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé clairement. Aujourd'hui, le but de la vidéo, comme vous avez pu le voir, c'est de vous parler de la 7 III qui est toujours pour moi énormément d'actualité. On pourrait dire que non au final parce que c'est un boîtier qui a 6 ans, qui est sorti en avril 2018 et qui finalement, on pourrait se dire qui est assez has-been. Au final, pas du tout. Voilà, je suis le premier à le défendre, je suis le premier aussi à dire que c'est pas forcément le boîtier qui va pouvoir répondre à tous vos besoins, mais en tout cas la plupart des choses que n'importe quel photographe ou vidéaste a besoin par rapport à ses clients. Et là, je vais vraiment vous parler aujourd'hui de mon métier au final et de mon expérience que j'ai acquise avec les quelques années maintenant de pratique de la vidéo et surtout aussi un petit peu de photo parce que c'est un boîtier qui me permet vraiment de faire un petit peu de tout. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis complètement au niveau de ce boîtier et qui pour moi vous continuez à vous dire que c'est un boîtier qui est clairement d'actualité si vous cherchez votre premier boîtier. Ça peut vraiment être une super offre à faire. On va évoquer tout ça dans la vidéo et puis allez, c'est parti. Donc pas mal de points à vous dire. Clairement, il y a pas mal de choses à dire sur ce boîtier. Vraiment un gros retour d'expérience que j'ai à vous faire. On va parler surtout de points négatifs et de points positifs parce que pour moi c'est ce qui a le plus de sens et de vous donner mon ressenti général que j'ai sur le boîtier. Pour vous donner un peu de contexte, donc le boîtier, comme je disais, est sorti en 2018. Je l'ai acheté en 2019 et c'est juste après que je me suis lancé dans mon activité. Quoique je l'ai acheté en 2019 ou 2020, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire exactement la date, je crois que c'était à cheval. Bref, en tout cas, ça fait déjà 4 ans que je l'ai, j'en suis ultra content, hein. Clairement, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vraiment vous inciter à avoir ce genre de boîtier avec vous. Peut-être que certains sont aussi dans un choix de premier boîtier pour travailler avec, surtout du boîtier plein format qui pour moi a le plus de sens à l'heure actuelle en termes d'achat. Pour vous donner encore un petit peu du contexte aussi dans mon utilisation concrète, je suis vraiment orienté vidéo, mais j'ai aussi un gros portefeuille du coup de réponses à donner à mes clients où je vais aussi leur donner de la photo, du plan drone comme vous l'avez pu voir aussi à travers ma chaîne. Un besoin assez large en termes de contenu et du coup il me faut pouvoir répondre assez facilement à un besoin. Alors comme je le dis aussi à chaque fois, c'est pas un contenu qui est très précis avec des gros besoins sur de la grosse cam, etc. On est vraiment dans un contenu qui est corporate. Où on répond à un besoin assez spécifique pour des réseaux sociaux avant tout. J'ai déjà eu des projets, on va dire, orientés publicité, et là, c'était que des plans avec du drone. J'ai jamais fait réellement des plans boîtier. Les seuls caps où j'ai dû avoir un petit peu un step-up en termes de qualité d'image, c'est quand j'ai dû tout simplement faire venir bosser des gens avec des A7 III. A7S3, pardon, je vais y arriver. Si je confonds dès maintenant, ça va être compliqué à travers la vidéo. Donc voilà, mais majoritairement, moi, ça répond à tous mes besoins. Et je vais aussi vous évoquer à la fin de la vidéo, hein, donc restez bien là, du coup les petits projets qui arrivent par rapport au matos, voilà, parce que j'ai aussi besoin d'évolution par rapport à des vraies contraintes que je rencontre. On va parler de contraintes, on va parler de points négatifs, si du coup je dois rentrer à l'heure actuelle dans les détails. Moi, ce qui me pose réellement problème, le problème numéro 1 que j'ai par rapport au boîtier, et c'est normal, hein, c'est un boîtier qui a fait son temps et qui est là vraiment à répondre à un besoin assez large parce qu'il est très bon en photo et assez bon en vidéo, clairement. C'est ce qu'il faut retenir, un capteur qui est avec quand même 22 mégapixels, je crois, de tête, et ce qui vous permet déjà de faire des photos qui sont assez incroyables. Ça va vraiment être le style de boîtier qui répond énormément aux besoins photos. À l'inverse, et c'est là que je rencontre moi mes premières difficultés, c'est les premiers points négatifs que je peux vous donner. Donc c'est vrai que j'ai des points négatifs que je vais vous donner qui sont peut-être pour vous pas forcément très négatifs ou qui pourraient ne pas vous bloquer. Moi à l'heure actuelle, je les donne en points négatifs parce que c'est tout simplement des besoins que le boîtier ne me répond plus. Tout simplement le premier point c'est la 4K. On est sur une 4K qui est croppée déjà un petit peu de base en 4K 30. Il fait du Full HD 120, ça m'arrive régulièrement de m'en servir pour les réseaux sociaux. C'est vrai que j'essaye de sortir majoritairement de plus en plus toutes mes prods en 4K. Et c'est vrai que ce fameux 4K 60 ou ce fameux 4K 120, et là c'est encore un autre sujet, mais ça c'est quelque chose qui commence vraiment à me manquer sur certaines prods. Donc voilà, le premier petit point que moi je peux lui reprocher à l'heure actuelle, c'est ce fameux 4K 30 un petit peu croppé, qui est un peu juste pour certains besoins très spécifiques. À l'inverse, la majorité des projets que je fais en corporate, faire de la 4K 30 ça suffit largement. Il y a beaucoup de projets qui se suffisent clairement en 4K 30, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de ralenti. L'autre problème que je rencontre, c'est plutôt un autre point négatif aussi que je peux lui donner, c'est que si vous avez des besoins en basse luminosité, surtout dans le domaine de la vidéo, c'est un peu juste, moi je le vois, c'est vrai que le capteur est vraiment fait pour faire du plein jour ou alors comme je le fais là en mode studio où on va pouvoir jouer avec de la lumière, etc. et avoir vraiment les pleines capacités du capteur. À partir du moment où on sort de l'ISO natif, encore quoique si on reste à 1600 ou à 3200 ISO, ça reste encore potable, mais c'est vrai que dès qu'on passe ce cap là, vous allez tout de suite avoir du bruit.
La problématique que moi je rencontre, c'est par exemple quand je fais de la captation sur de l'événementiel en soirée où bah, là, forcément la lumière est moins intéressante. Bah, là, je sais que mon boîtier commence à être un peu juste, donc je triche un peu avec de l'optique qui ouvre un peu plus, etc. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails si jamais ça vous intéresse là-dessus, un petit peu sur tout ce que j'utilise en termes d'optique. Enfin bref, voilà, en tout cas, l'autre sujet, c'est vraiment le capteur qui est un petit peu juste hein, en termes d'ISO. Donc ça répond, comme je dis encore au début, vraiment très bien pour des besoins en corporate, des besoins même en extérieur, pour faire des plans extérieurs, etc. Ça fonctionne super bien. Mais dès que voilà, vous passez le cap un petit peu de l'événementiel ou du mariage basse luminosité, de manière générale, le boîtier est un petit peu juste. Autre point que je peux vraiment vous remonter et qui est vraiment une grosse problématique pour moi sur ce boîtier, c'est la sortie HDMI qui est du coup en micro HDMI. Donc on ne peut pas brancher un gros câble HDMI avec la norme que tout le monde connaît. Ça, c'est une grosse problématique que j'ai rencontrée. Alors j'ai beau y avoir utilisé des cages ou alors vraiment des câbles un petit peu différents, il y a toujours du jeu qui se crée à travers notre petit câble. On le bouge, etc. Et donc du coup, quand on a un retour écran, c'est jamais bien agréable de travailler avec. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance, même à l'heure actuelle, à moins bosser avec un moniteur parce qu'au final, j'avais toujours ce fait que bah, ça se débranche, ça je rebranche. Donc ça, c'est un peu le point noir, hein, clairement, sur l'aspect HDMI qui est présent sur le boîtier. Toutes les autres connectiques sont pour moi cohérentes. Il y a de l'USB-C aussi dessus hein, pour le faire charger, même en l'utilisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Dernier point un petit peu aussi que j'ai relevé sur bah, voilà, toutes les utilisations que j'en ai faites, et surtout un petit peu plus là au côté YouTube où je vais filmer un peu du vlog, à savoir que l'écran de la 7 III n'est pas retournable, donc on ne peut pas le mettre vers moi. Par exemple, là, à l'heure actuelle, comme je me filme, je ne peux pas me voir en train de filmer. Je suis obligé de rajouter un moniteur et de voir pour si mon cadrage est toujours ok. Bon, là, je sais que ça fonctionne bien parce que c'est un plan fixe que je fais et je bouge pas. Mais en tout cas, des fois, c'est assez chiant et je le vois surtout quand je fais du vlog. On ne peut pas savoir en direct le cadrage qu'on a. Donc ça, c'est un point important aussi à retenir sur ce boîtier. Ben, l'écran n'est pas pivotable. Et malheureusement, des fois, ça va pouvoir vous poser des soucis par rapport à vos tournages. Ça reste pas forcément très gênant, surtout quand on est derrière la caméra, qu'on filme des clients, qu'on filme voilà, des événements, c'est pas très gênant. Mais en tout cas, je sais que voilà, le fait de pouvoir se tourner, ça c'est surtout sur de la partie vlog, c'est un peu compliqué. On va maintenant parler des points positifs parce que là il y en a aussi beaucoup à dire. Et c'est vrai que bah, faut vraiment le rappeler que ce boîtier vient d'avoir 6 ans. Il est sorti en avril 2018. Et donc ça c'est un gros truc à se dire où ouais, le boîtier a 6 ans. Moi je vois le mien, il a 4 ans et demi, il fonctionne encore nickel. Je m'en sers 2 à 3 fois par semaine depuis maintenant 3 ans. Franchement, j'ai jamais eu un problème logiciel, j'ai jamais eu un problème quoi que ce soit au niveau du boîtier en lui-même, d'enregistrement, etc. Alors c'est vrai que c'est un truc aussi, moi je suis un team double enregistrement, j'ai 2 cartes SD, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne font pas ça, moi je sais que sur ce boîtier j'ai toujours fait comme ça, mais malgré tout ça j'ai jamais eu de soucis d'enregistrement. Donc voilà, ça c'est un des gros points voilà, à noter, c'est la fiabilité clairement du boîtier, elle est plus à faire. Je sais que Sony est vraiment, on va dire, une des plus grosses marques là-dessus en termes de fiabilité, il n'y a pas photo. À l'inverse, vous savez que je parle un petit peu de fiabilité, je trouve un petit peu dommage que Sony sorte pas des mises à jour. À la limite, j'ai envie de dire pas forcément des mises à jour sur la possibilité de filmer par exemple en 4K un peu meilleur, etc. Mais plutôt, je l'aurais vu par exemple sur la partie menu ou des choses comme ça. C'est vrai que le menu de la 7 III est un peu juste. Ça aurait été bien d'avoir peut-être un menu un peu plus différent, un petit peu plus poussé. C'est ce qui manque un petit peu sur le boîtier, je trouve aussi. On pourrait en parler dans les points négatifs, mais voilà. Ça reste un boîtier qui est sorti. C'est la politique de Sony de ne pas trop sortir de la mise à jour régulièrement, voire même jamais. Donc ça, voilà, c'est aussi un petit truc que je pensais à l'heure actuelle. Donc vous donner maintenant un petit peu les points positifs que moi je retiens à Raymond. Et si je dois le conseiller à l'heure actuelle, en 2024, et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que malgré tout ça, le prix a chuté, mais moi je me rappelle l'avoir payé 1800 €. Alors on a aussi un peu l'inflation, machin, mais bon, on peut pas le voir comme ça. Je sais qu'à l'heure actuelle, neuf, il coûte 1004. Donc c'est vrai qu'il n'a pas forcément décoté, et c'est l'avantage aussi de chez Sony, c'est que la décote est très faible du produit. À l'heure actuelle, vous pouvez même le trouver facilement d'occasion. C'est vrai que c'est un boîtier qui sert de moins en moins, malgré que toutes ces possibilités qu'on peut avoir. Donc clairement, si vous partez sur de l'occasion, faites attention à un achat là-dessus. Regardez surtout le nombre de clics qu'il peut y avoir. Je dis le nombre de clics, mais c'est pas du tout ça. C'est le nombre de fois que le shutter s'est ouvert. Pour faire des photos, vous avez des possibilités de demander ça. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description sur le petit logiciel qui permet de faire ça. Ça peut être un point pour savoir vraiment l'utilisation qu'il y a eu sur le boîtier. Je
je m'étale toujours un petit peu. C'est vrai que c'est toujours le problème de mes vidéos, c'est que j'aime bien faire des vidéos au feeling, même si je suis ma petite trame qui est posée là-bas. J'aime bien toujours un peu voilà, vous donner à chaud un peu tout ce que j'ai à dire sur le contenu. Et donc voilà, revenir un petit peu sur les points positifs. Bah, moi, le point numéro un, clairement, hein, c'est la possibilité de ce capteur plein format qui est hyper intéressant. Et toujours à l'heure actuelle, les photos sont clairement hyper intéressantes. Je le vois en mettant une belle optique avec. Ça égale vraiment des boîtiers actuels, hein. Je suis persuadé que plein de personnes shootent avec des boîtiers bien plus onéreux et qui, des fois, simplement sur le fait de moins gérer peut-être de la post-prod, on n'y verrait pas du tout de différence avec une captation avec un A7 III. Ça, c'est un sujet assez large, hein, de manière générale. Quelqu'un qui est à l'aise en post-prod, il aura beau avoir du matos un peu moins intéressant, il sera toujours le contenu toujours plus fort, plus intéressant. En tout cas, ça c'est mon point de vue et ça se rapporte sur la photo et la vidéo. Mais voilà, capteur plein format hyper intéressant à l'heure actuelle, toujours présent. Donc voilà, ce capteur plein format, franchement, qui peut répondre à la majorité de vos besoins, que ce soit en photo, en vidéo. Moi, je le vois, hein, même dans mon métier, je réponds à un cahier des charges qui est très large en termes de contenu, que ce soit du chantier, du corporate pur, on va dire de l'interview, des choses comme ça. Voilà, ça répond très bien à partir du moment où on rentre pas trop, voilà, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, dans des basses luminosités. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais la durabilité, franchement, je le vois sur pas mal de choses qui nous entourent dans notre quotidien, surtout la partie électronique, c'est souvent un peu limite, je le vois même avec des produits DJI, c'est un petit peu juste. Là, franchement, Sony, moi, j'ai rien d'autre à leur dire, la durabilité est quand même assez folle sur leur boîtier. Alors, il faut peut-être aussi en prendre soin et essayer le plus possible, moi, de mon côté, à toujours garder mon boîtier le plus propre possible, même si je le vois à certains endroits où j'ai la peinture qui s'enlève maintenant à force de l'utiliser. Bon, bref, ça, c'est des petits détails. Un autre point qui est peut-être plus large à donner à Sony, c'est aussi la largeur et la disponibilité des optiques que vous pouvez trouver. Enfin, je sais pas exactement combien il y a d'optiques possibles pour mettre sur de la monture Sony FE, mais c'est monstrueux. De toute façon, je crois que c'est le plus large en termes de marché et en termes de possibilités d'optique. Pour ma part, j'utilise pas mal d'optiques. J'ai toujours d'ailleurs ce truc en constante évolution pour répondre. Et l'avantage aussi, ce qu'il y a, c'est que même si je change de boîtier, ben voilà, on a la constante de la monture Sony FE qui est toujours là, que ce soit sur les caméras aussi bien plus récentes. Donc voilà. C'est l'avantage aussi de partir sur un boîtier comme ça, si c'est peut-être votre premier boîtier et que vous allez investir dans de l'optique, à la différence d'acheter un boîtier APS-C, les capteurs plein format et les optiques plein format, c'est les optiques qui, on va dire, les servent le plus, que ce soit sur de la prod qui est plus élevée. Donc voilà, si c'est un premier choix à faire, et c'est là aussi que je peux vous donner mon avis, c'est franchement le Sony A7 III, ça peut vraiment correspondre sur une personne qui a un projet de se lancer en tant que vidéaste photographe. Ça répond à un gros besoin, une majorité des besoins. Alors je dis bien que voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas possibles avec, comme je vous les évoquais dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas pour moi ça répond à un gros besoin. Et est-ce que acheter forcément un A7 III en 2024 ça a du sens? Et ben moi je vous dis oui, parce que clairement en termes de rapport qualité-prix et possibilités que vous pouvez avoir avec le boîtier, ça répond vraiment en termes d'échelle de prix à un besoin et qui est là. Et voilà, foncez clairement les yeux fermés sur du Sony A7 III. Alors forcément, si vous pouvez l'avoir neuf, c'est encore mieux. Mais de l'occasion, avec des gens qui en prennent soin, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop perdu dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue non plus à regarder. Si vous êtes toujours là, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, j'essaye de plus en plus de me rediriger vers un contenu un peu plus général pour vous parler un petit peu des boîtiers aussi qui servent au sol. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon quotidien. Vous me connaissez sûrement plutôt côté, on va dire, drone et FPV. Voilà, je voulais aussi remontrer sur un sujet un peu plus large je voulais vraiment rentrer sur le côté boîtier parce que c'est quelque chose qui va, avec le temps, forcément peut-être vous intéresser aussi. Si vous adorez le drone, il y a des chances que le contenu autour de la photo et de la vidéo vous intéresse aussi. De mon côté, pour vous parler de l'A7 III, et forcément l'A7 III il est toujours là, mais est-ce qu'il va être remplacé? Alors il ne sera pas remplacé réellement, je vais toujours le garder. L'A7 III pour moi c'est vraiment le boîtier backup par excellence. Il fonctionnera toujours avec les optiques que je vais garder pour mes prochains boîtiers. Donc là, la grosse question que j'ai à l'heure actuelle, c'est soit de partir sur un boîtier qui est toujours autant polyvalent, que ce soit un A7 IV ou un Alpha One, je ne sais pas trop encore, parce que c'est vrai que malgré tout ça, mon métier fait que je réponds à beaucoup de besoins.
Mais je le vois de plus en plus que ma casquette vidéaste ressort dans mon métier, même si je me prétends pas forcément le plus grand photographe, je sais que j'ai des fois parfois besoin d'y répondre. Et j'ai vraiment des fois des shoots qui sont que photos, hein, mais il n'y a pas de vidéo. Donc est-ce que je pars sur... voilà, et c'est la question que j'ai clairement, mais s'il y en a qui ont des réponses un peu et des avis et surtout des choses qui ont été vécues par le passé sur le choix, si est-ce que je pars sur de l'A7 IV Alpha One, les deux, forcément les prix sont pas les mêmes, mais voilà, sur la réponse à du besoin, ou si là vraiment je m'oriente vers la gamme FX, FX3 surtout, moi je pense que c'est vraiment la chose que je vais m'orienter, ou alors si le budget est un peu plus serré et aussi la possibilité de trouver encore un A7S3 parce que c'est des boîtiers qui fonctionnent super bien. Peut-être que Sony va sortir l'A7S4 avant les JO, il y a peut-être des rumeurs qui sont autour de tout ça. On verra en tout cas, voilà. J'ai du coup, on va dire, pris tous les optiques qu'il me fallait, on va dire, dans mon métier. C'est qu'il me manquerait 15-70-200 là, à l'heure actuelle parce que j'ai des besoins un petit peu sur certains tournages de filmer un peu plus loin. Mais voilà, en tout cas, les optiques me conviennent et donc je ne me resterai plus qu'à voilà, avoir cette nouvelle caméra, on va dire, principale et garder mon A7 III qui est toujours là en backup. Et puis, parce que je sais qu'elle ne me lâchera pas et qu'elle fonctionne toujours très bien. Voilà. La preuve en est, c'est que maintenant, ça fait 4 ans et demi que je m'en sers. Donc voilà, c'est la seule conclusion que je peux en donner là-dessus, c'est que ce boîtier fonctionne très bien. Voilà, il répond, voilà, comme je disais tout à l'heure, un maximum de mes besoins, même si, voilà, parfois ça me pose un peu souci sur certains tournages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas peut-être à me donner vos avis aussi par rapport à ce boîtier dans les commentaires. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!